Alors, justement, pour que cette distinction soit claire, tournons-nous vers le passé, ouvrons une première partie qui s'appelle « Hier ». Alors, hier, c'est justement ces années, ces siècles d'invention de la guerre, ces siècles de production d'une doctrine de la guerre. Et pour voir peu à peu se stabiliser cette notion de guerre, pour mieux la comprendre, pour mieux l'approcher, pour comprendre ce que ça veut dire, essayons d'abord de voir comment la théorie, la pensée classique vient à s'en saisir. La pensée classique, elle remonte à très loin, et selon d'ailleurs le penseur, le théoricien, le philosophe auquel on se réfère, la guerre aura une vision plus ou moins large. Il y a d'abord une première appréhension qui remonte à l'époque hellénistique, que l'on trouve chez le philosophe Héraclite qui vous explique que la guerre n'est rien d'autre que l'expression la plus visible du conflit qui est inhérent, immanent à la nature humaine. La guerre ne serait qu'un comportement fondamentalement humain. L'homme, par définition, cherche à s'opposer à ses semblables. La guerre n'est que la projection collective de cette tendance humaine presque nécessaire, inévitable. Dans la vision très classique, dans cette vision d'Héraclite, qu'Héraclite nous donne de la guerre est de toute éternité, elle ne sera jamais abolie, elle est inhérente à la nature humaine, sauf devenir Dieu, l'homme restera un guerrier, et nous explique-t-il, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Plus loin, si, justement, plus loin, l'homme par qui tout a commencé et que vous connaissez bien aujourd'hui, qui est Thomas Hobbes. Rappelez-vous la grande doctrine hobbesienne de la guerre, les États étant par définition souverains, ne sont soumis à aucune discipline collective, à aucune loi commune. Ils sont donc dans une compétition infinie de puissance, et de cette compétition infinie de puissance, inévitablement naît un moment paroxystique, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire un moment de guerre. Donc la grande idée de Hobbes, et ça, on retrouve tout l'itinéraire de la pensée moderne, la grande idée de Hobbes, c'est de dire la seule chance d'éviter la guerre permanente, c'est d'établir un minimum d'équilibre de puissance. Dès lors qu'il y a un minimum d'équilibre entre les souverains, entre les États, ceux-ci ne vont pas être enclins à se faire la guerre. Se faire la guerre est un pari. Lorsque l'on n'a pas clairement en tête l'idée de sa supériorité par rapport aux autres, on ne se lance pas dans cette aventure. Et donc, faites-y bien attention, nous trouvons à partir de la construction hobbesienne cette grande idée qui ne nous quittera plus ou seulement qui commence à nous quitter aujourd'hui, à savoir que la paix du monde dépend uniquement de l'équilibre de puissance. Équilibre de puissance. Que les principales puissances européennes soient de même force, eh bien, l'état de non-guerre risque de se prolonger longtemps. Si tout d'un coup un déséquilibre vient à apparaître, que l'un est plus fort que l'autre, d'une part le plus fort, le plus puissant sera trop heureux de profiter de sa supériorité pour gagner aux dépens de l'autre, d'autre part, ceux qui sont en position de dominer vont chercher à se coaliser pour limiter, contenir, y compris par la force, le plus puissant. Donc, la situation idéale, c'est l'équilibre de puissance, balance of power, et vous retrouvez là le concept qui va être au centre de la théorie des relations internationales jusqu'à il y a très peu de temps. Je vous montrerai comment et pourquoi soudain
ou presque soudain, cette notion d'équilibre de puissance va être contestée, puis dépassée, voire remise en cause. Mais ce que je voudrais vous faire sentir, parce que là c'est très très important, on est au centre de la logique de guerre, c'est que dans cette construction hobbesienne, la guerre est quoi? Elle est éminemment politique. C'est-à-dire, c'est bien une compétition entre États, c'est bien un instrument entre les mains des États. Ce qui veut dire une chose très simple, c'est que la guerre obéit à une matrice politique. Et nous retrouvons là le nom de cet officier prussien, Karl von Clausewitz, donc, qui a été témoin et acteur des grandes guerres napoléoniennes et qui a été le premier à théoriser cette notion hobbesienne, disons cette notion moderne de guerre, à travers un célèbre ouvrage qui s'appelle « De la guerre », ouvrage que je vous conseille quand même de manipuler une fois dans votre vie, dans lequel vous retrouvez cette formule célèbre, mais qui montre bien à quelle étape nous sommes arrivés aujourd'hui, à savoir que la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, c'est-à-dire que la guerre appartient bien à la stratégie politique des États. Vous semblez me dire c'est évident. Non. Mais ayez bien en tête que notre culture de la guerre, notre, si tant est que nous sommes des Occidentaux, si tant est que cette notion d'occidental ait un sens, si tant est que nous identifions à la grande aventure européenne, eh bien, notre mémoire, notre culture, c'est celle d'une guerre politique, c'est-à-dire interétatique, c'est-à-dire intimement liée, mesdames et messieurs, à la politique étrangère des États. Et donc, tout le problème qui se pose, c'est que la guerre va soudain mettre en scène une opposition que peu à peu la pensée politique occidentale va privilégier et que l'on va retrouver notamment sous la plume du très célèbre philosophe et juriste allemand Carl Schmitt, à savoir l'opposition entre amis et ennemis. Et Carl Schmitt nous dit, mais c'est tout simple, les communautés politiques, entendez les États, les systèmes politiques, comment se forment-ils ces États? Eh bien, en s'opposant, en se distinguant du voisin qui va devenir l'ennemi. C'est bien en s'opposant à un ennemi que la nation se construit et s'affirme et s'identifie. Cet ennemi n'est pas l'ennemi intime du style « Oh, tel étudiant, c'est mon ennemi » ou « telle étudiante, c'est mon ennemi ». Non, c'est l'ennemi collectif, choisi, décidé, désigné par l'État. En bref, pour faire savant, ce n'est pas l'inimicus latin, c'est l'hostis, hostis, c'est-à-dire cet ennemi public, cet ennemi désigné par l'État qui soude une nation contre la nation ennemie. Ça paraît évident tout ça. Hélas, mesdames et messieurs, que de tragédies ont dérivé de cette vision simpliste. Mais que toute la mécanique hobbesienne, que toute la pensée politique occidentale forgeait presque nécessairement, presque directement. Carl Schmitt a été le triste compagnon du nazisme, a été impliqué, compromis dans l'aventure du nazisme. Et on voit toute l'ambiguïté qu'il y a ainsi à travers cette valorisation de la notion d'ennemi. On existe en s'affirmant contre, ça a un petit goût hegelien, c'est-à-dire cette idée que c'est dans l'opposition perpétuelle que les identités se construisent. Cette notion d'ami-ennemi, elle va rester l'obsession de l'histoire occidentale, l'obsession structurant la grande aventure de l'Europe occidentale, et notamment, bien sûr, on y reviendra, à travers les deux guerres mondiales. En même temps, vous voyez comment la notion d'ennemi
est utile en politique, non seulement parce que l'ennemi soude la nation, celui qui ne fait pas bloc derrière le chef est un traître, mais surtout parce que l'ennemi donne un sens plein à l'idée de souveraineté, et la boucle est bouclée. Ce lien ainsi entre la notion construite de souveraineté et la notion d'ennemi. L'ennemi justifie la souveraineté donne sens à la notion d'ennemi. Alors avec ça, vous avez un beau bagage, c'est-à-dire ce bagage théorique et conceptuel qui va permettre de comprendre l'ordinaire de la guerre. Et surtout, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose de provoquant. L'idée de la provocation, c'est de vous aider à réfléchir, c'est pas de vous convaincre. C'est-à-dire que cette idée était vraiment la matrice de notre développement politique européen. La guerre est devenue tellement banale en Europe que c'était presque, je vous l'ai déjà dit, un mode de fonctionnement. C'était une façon, rappelez-vous, war making, state making, vous comprenez l'anglais, vous voyez ce que ça veut dire. War making, state making, c'est-à-dire la guerre est devenue presque un élément banal de la mécanique politique de l'histoire européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit également vrai de l'histoire mondiale. Je ne suis pas sûr que l'histoire en Asie ou l'histoire en Amérique latine correspond à cette même matrice. Je me souviens toujours de ce débat avec des ambassadeurs d'Amérique latine qui me disaient « Mais là, vous êtes en train de raconter l'histoire européenne. Nous, en Amérique latine, on ne s'est pas constitué à partir de ce jeu de compétition martiale sans fin entre États. » Et, mesdames et messieurs, si cette guerre, telle que je la définis, appartenait à l'ADN européen, fin de la provocation. Mais réfléchissez quand même.